Super, ben merci Maxime, merci Valérie, merci Martin, excellent. Donc, on peut commencer ça, surtout qu'on va parler d'un sujet qui est ultra intéressant aujourd'hui, qui est l'ouverture d'une salle de sport. Donc, c'est une discussion que sûrement la plupart d'entre vous, si vous êtes actuellement dans ce webinaire, vous avez cet intérêt-là, vous aimeriez en ouvrir une, ou peut-être que vous venez tout juste d'en ouvrir une. Donc, ça va être très intéressant là, de pouvoir parler de ça. Et pour en parler, on a joint Guillaume. Guillaume avec qui on travaille déjà depuis un bon moment et Guillaume qui a déjà ouvert une salle et même il a fait encore plus, il a ouvert plusieurs succursales par la suite. Guillaume, est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas dans ce webinaire? Oui, bonjour à chacune, bonjour à chacun. Merci Étienne pour ce futur partage là actuellement. Oui, alors pour me présenter au niveau perso, d'un côté je suis marié, j'ai 4 enfants, donc c'est aussi une petite entreprise à gérer. 3 garçons et une fille, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Et au niveau pro, tu as déjà commencé, hein, j'ai créé ça en fait, des clubs qui s'appellent Correspa, il y a 15 ans maintenant, un peu plus de 15 ans. Donc en tant que coach sportif, même si aujourd'hui je ne suis plus coach sportif en salle, mais il y a déjà 15 ans. Et le principe était le même et c'est le même aujourd'hui, c'est qu'on est spécialisé dans le suivi personnalisé. Donc on a mis un club il y a 15 ans, 5 ans après on a créé le deuxième club également en propre. Alors je suis chi, je sais pas si ça s'entend ou pas, mais je suis de la région lilloise, là où il y a de la bonne bière notamment, et il y a un bon accueil, donc à chaque fois prêt à accueillir tout le monde. Et une fois qu'on a mis ça, en fait, le deuxième club en place, 3 ans après, en fait, l'objectif c'était de continuer à améliorer la qualité des gens. Donc, on est passé par le développement en franchise. Et donc, on a ouvert 2 autres clubs. Donc, aujourd'hui, après, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a 4 clubs, 2 clubs en propre et 2 clubs en franchise. Et l'évolution, en fait, c'est d'arriver actuellement, donc ça, c'est pour la partie club. Et après, c'est l'idée d'arriver sur un réseau de coachs sportifs et du mentoring et de la formation en ligne. Donc là, un petit peu au niveau perso et au niveau pro. Super, ben merci pour la présentation. De l'autre côté, vous me connaissez déjà sûrement là, en français, on fait plusieurs webinaires depuis un bon moment, mais donc Étienne Dubois, je suis le fondateur du logiciel XFIT, et donc c'est pour ça qu'on s'entend si bien avec Guillaume, il souhaite un suivi par les coachs au Québec, les kinésiologues, et donc nous aussi, c'est ce qu'on prône énormément. Donc aujourd'hui, on va effectivement parler du rêve d'ouvrir une salle. Que ton projet soit actuellement totalement flou, que ce soit un rêve, ou bien que tu aies déjà commencé les démarches, tu auras dans ce webinaire là, toutes les informations nécessaires pour aller de l'avant jusqu'au jour de l'ouverture de ta salle. L'objectif aujourd'hui, on l'a structuré autour de 9 étapes clés pour concrétiser ton projet. Peut-être avant de commencer, Guillaume, est-ce que tu peux nous dire juste au moins pourquoi est-ce que c'est un sujet important aujourd'hui de parler de l'ouverture de la salle? L'ouverture, c'est important il y a déjà quelques temps, mais j'ai l'impression que plus les années avancent, plus c'est important. Parce que je t'apprends rien, au Québec ça doit être pareil à mon avis, mais l'idée d'être indépendant et de gagner sa liberté en temps et financièrement est de plus en plus là, et l'idée d'être auto-entrepreneur se développe complètement. Je donne des cours sur l'île avec des étudiants, il y a 15 ans, je n'en avais quasiment pas. Je suis persuadé qu'est-ce que c'est que personnel trainer, ce que c'est, mais de moins en moins, et ça s'est développé. Donc cette partie-là, je pense que les personnes rêver d'être à son compte, c'est déjà une bonne chose. Enfin une bonne chose, et en tout cas ça se développe et c'est de plus en plus accessible également, hein, tant sur l'aspect financier, tant sur l'aspect concret des choses, compétences, comment il faut s'y prendre. Donc ça, je pense vraiment que c'est une bonne chose. Et après, je le divise en deux, parce que être auto-entrepreneur, personal trainer, c'est gérer sa micro-entreprise. Mais je fais quand même une séparation entre cette partie-là et l'idée de créer une salle de sport complète, plutôt type entreprise. Dans les gros axes, ce sera dans le même principe, on va s'y prendre. Par contre, il y a quand même certaines nuances. On ne va pas gérer le même type de chiffre d'affaires en termes de management non plus, en termes de fournisseurs non plus. Donc, il y a quand même des nuances à prendre. Et je pense que moi, j'ai fait le choix, en tous les cas, quand je me suis lancé, d'être directement en entreprise. Et après, il y a des choix complètement stratégiques par rapport à tout simplement la clientèle. Est-ce qu'on désire aller à domicile, en ligne, à l'extérieur, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'idée de les faire venir et dans ces cas-là, diminuer ses temps de trajet, etc. Donc pour moi, la réponse, c'est dans l'air du temps, c'est également par rapport à soi de ce qu'on veut faire et par rapport à la réponse
clientèle ce qu'on veut apporter comme plus-value et comme projet, en fait, son projet de vie. Il y a de plus en plus de personnes là, qui veulent effectivement ouvrir une salle. Juste pour information, par contre, ton micro a recommencé à gricher en back office. Il grichait là, tout à l'heure et on se fait dire qu'il a recommencé. Puis effectivement, pour moi aussi, je sais pas si tu veux rechanger à nouveau. Je suis désolé. Yes. On avait eu le problème tout le monde juste avant de commencer. On pensait l'avoir réglé, mais peut-être qu'on a repassé automatiquement sur l'autre micro là en tant que tel. Peut-être c'était juste ça. L'idée, est-ce que ça va mieux? Non. C'est toujours la même. Là, on t'entend plus du tout. Ah, là, on t'entend. Ça devrait aller mieux normalement. Et voilà, donc tout le monde, si vous voulez confirmer, mais ça a l'air mieux dans mes oreilles, donc ça devrait l'être pour vous tous. Commençons donc directement dans le vif du sujet. Passons au premier point qui est voir venir les étapes. Comment est-ce qu'on peut voir venir toutes les étapes qu'on a à faire pour ouvrir une salle, bien être planifiée et structurée? Alors, à mon sens, pour voir venir ces étapes, on parle souvent du business plan qui permet de tout rassembler, mais ce business plan, pour moi, c'est une étape. La première des choses, c'est l'homme avec un grand H, bien entendu, mais hyper important d'être fixé sur soi-même, ce qu'on veut faire, sa personnalité, son mindset, son projet, mais soi-même, ses compétences, ses valeurs, ses qualités, hyper important. Et après, on viendra voir également tout ce qui est le projet en tant que tel, et après on arrivera sur le business plan pour le chiffrer. Ce business plan, souvent, on me demande à quoi ça sert. Ah, excuse-moi, mais tu parles justement d'un point qui est super important, puis commençons par là, qui est effectivement le mindset, d'être proche de tes propres valeurs, d'où est-ce que toi tu veux aller, et donc effectivement de comprendre qu'est-ce qui te pousse à devenir entrepreneur. Oui, la fameuse question du why. Pourquoi on est là? C'est-à-dire, je vais le dire avec mes mots aussi, mais vers quel cap, quel est mon rêve, quel est mon but ultime. Cette partie-là est à mon sens hyper importante et vaut mieux pas trop se précipiter. Ces 9 étapes, je pense qu'il faut vraiment les prendre dans l'ordre et elles sont hyper importantes. Des fois, on veut foncer tête baissée. C'est une erreur à mon sens parce c'est une des premières erreurs en tous les cas qu'on peut faire. À mon sens, avoir sa vision, son cap, son rêve, c'est la première des choses. Moi, personnellement, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens, de chacun de mes clients. Et tu vois, quand je diversifie mon activité, ou alors quand j'ai des choix à prendre, quels qu'ils soient, à chaque fois, je mets cette vision à chaque fois pour savoir est-ce qu'elle est en lien avec, est-ce qu'elle va donner du sens. D'accord. Et le mot sens est hyper important parce que c'est le sens qu'on va se donner soi-même, l'humain, et le sens qu'on va donner à sa boîte. Et je vais encore plus loin, c'est le sens, une fois qu'on est chef d'entreprise, dirigeant, c'est le sens qu'on va donner pour emmener ses équipes. Ouais. Et la richesse et la réussite, ça soutient les équipes. Et ce qui va devenir la vision, en fait, de ta salle au final. Oui, et cette vision, en fait, et plus on avance, je te dis, ça fait 15 ans qu'on a créé, plus notre vision, une fois qu'elle est établie, c'est hyper facile après, qu'on parle après de marketing, qu'on parle de visuel, etc. Ça donne du sens dans ce qu'on doit faire. Et les clients, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand ils viennent sur des objectifs, ils viennent plus que des objectifs très concrets pour les transformer ou changer leur vie. Et encore en plus, s'ils sont en adéquation avec ce que nous, on leur propose en vision, là, on vient fidéliser. Ouais. Donc cette vision, elle, il y a un mot qui est indissociable du mot vision, c'est la mission. Et la mission pour nous, alors c'est rigolo, c'est mon enfant à l'époque qui avait 4 ans qui me demandait qu'est-ce que tu fais papa? J'étais en train de m'emmener les pinceaux et à un moment il dit ouais papa en fait c'est simple, hein, tu es en train d'aider tes clients et tu te donnes à 400%. Je fais c'est ça Romain, écoute je vais l'écrire d'une manière et en fait c'est ça. Notre mission en effet, chaque coach, l'objectif quand il se lève le matin, c'est d'aider chacun de nos clients à atteindre ses objectifs. Donc cette vision et cette mission pour moi c'est le cœur du métier, ce qui me pousse à devenir entrepreneur. Il y a une troisième chose, ça va être les valeurs. Oui. Et les valeurs, souvent on dit oui les valeurs, vas-y mets-en quelqu'une pour une entreprise. Encore une fois pas du tout. À mon sens les valeurs ça doit être des choses qui sont très pragmatiques. Quand je dis pragmatique, quand on met un mot sur la valeur, tu vois par exemple chez nous on a la convivialité comme valeur. Et ben la convivialité elle est très concrète, c'est des salles de 200 mètres carrés. C'est 10 personnes à la fois maximum. Donc ça doit être concret, c'est pas uniquement on dit convivialité parce que ça sonne juste. Tu vois ça c'est hyper important. Professionnalisme pour nous c'est aussi très important. Ça doit se ressentir dans la tenue, dans le ton, dans l'intonation, dans la posture, dans la qualité de la relation, que ce soit après simplement des simples présentations.
Donc pour moi, c'est ces trois choses-là que je mettrais par rapport à ce qui me pousse à être entrepreneur, c'est la vision, la mission et les valeurs. Et j'allais dire pour tous ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent vraiment créer, passez par là et passez par écrit. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui aime bien écrire à la base, mais c'est complètement différent de se poser. L'exercice de venir écrire, et donc pour tout le monde qui nous écoute, première étape, mettez-le dans votre bucket list, dans votre liste de to-do aujourd'hui, même si vous êtes rendu plus loin et je vous ai demandé dans le chat où vous en êtes avec votre projet, même si vous êtes rendu plus loin avec un business plan, n'hésitez pas à revenir à cette première étape, de vous poser la question de pourquoi vous faites ça. C'est même une question, puis je suis certain, Guillaume, tu vas être d'accord, c'est même une question à vous reposer minimalement annuellement. Pour quelle raison vous le faites? Où est-ce que vous vous en allez? Quelle est la vision de votre boîte, de votre mission, etc. Et une fois que ça c'est bien posé, on va pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, on va parler de compétences et de qualités à développer. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est la passion avant tout? Oui, et dans ce que tu viens de dire, je te le confirme. Hein, pour faire une petite aparté, tu vois, nous, on a mis une gouvernance dans nos structures. Tu as notre CODIR et la gouvernance. La gouvernance, chaque année, on vient replacer ces choses-là et on vient réajuster. Tu vois, j'avais écouté ton dernier webinaire la dernière fois, ça me parlait complètement parce que tu parlais d'un accompagnement 360 sportif, nutritionnel et nous mental. Bah, tu vois, c'est des choses qu'on a nettement plus ajustées ces dernières années suite au Covid. Voilà. Donc je reviens par rapport à ce que tu disais par rapport aux valeurs. Pour moi, les valeurs, la base des valeurs, il y en a plusieurs, mais je vais dire que la passion, va être plus forte que la compétence. C'est-à-dire qu'on va citer des compétences et des qualités, mais la passion doit être plus forte. Et je suppose que si on fait ce métier-là, à la base, c'est bien parce qu'on est passionné. Bien ceux qui ne sont pas passionnés ne tiendront pas. Et c'est là où on voit qu'il y a aussi des coachs sportifs qui ne tiennent pas dans le long terme. Donc, pour moi, cette passion, elle va rimer avec le mot motivation. Et donc, comment faire? Et on peut faire un lien concret avec cette vie d'entrepreneur et la vie de ce qu'on propose à nos clients. Ça va être la même chose. Hein. Et donc, cette passion rime avec la motivation. Et la passion rime avec des valeurs et des comportements. Et donc, dans ces comportements, c'est là où arrivent de fameuses différentes valeurs qu'on peut mettre en place. Différentes qualités, c'est ça. Qualités et compétences. Et pour moi, j'en vois, tu vois, Si tu me permets, je dois pas être le seul, mais ton son est redevenu engriché. Voilà. Je ne sais pas si je suis le seul. Tout le monde, si vous l'entendiez bien, vous pouvez juste l'écrire. Mais oui, effectivement. Alors, je viens de ça va un petit peu mieux. Oui, exact. On revient tout le temps, en fait, sur le mauvais micro. Mais effectivement, moi, je vais te rejoindre à 100%. En fait, la passion, ça ne peut pas se trouver si facilement ou se développer si facilement. Contrairement à des qualités et des apprentissages, on va tous le faire si on a la passion pour le métier. D'où on va revenir au point 2 là, de tout à l'heure, de trouver pourquoi vous faites ça et donc d'avoir une réelle motivation. Par la suite, quelles sont les qualités en tant que nouveau dirigeant d'un gym, d'une salle de sport? Est-ce que j'ai besoin selon toi? Alors, dans les qualités, tu vois, je le sépare, c'est ce qu'on voit à l'écran. Hein. Dans les cas, je vais partir des compétences, pas des compétences, des rôles de vendeur, manager, gestionnaire et coach. Et pour moi, ces 4 compétences, et on pourrait même l'élargir à tout chef d'entreprise. Hein. Tu vois, ça peut être aussi un autre conseil concret que je peux donner pour ceux qui veulent créer actuellement. Il y a plus de 15 ans, donc j'ai créé moi en sortant d'études. Hein. Je n'étais pas fait pour l'étude, j'ai repiqué 3 fois. Et ma dernière année, j'ai aussi repiqué. J'en ai profité pour passer, je suis aussi prof de tennis, donc mon BE. Et j'en ai profité pour écrire tout mon business model. Et dans mon business model, je me suis entouré d'autres chefs d'entreprise. Donc premier autre conseil qu'on peut donner, c'est vraiment s'entourer. Et également de s'entourer, de regarder les autres business models qui existent. Moi, j'avais beaucoup regardé tout ce qui était dans l'aviation, parce qu'il y avait le low cost qui était là-dedans. Et j'avais regardé, moi qui suis un ch'ti avec la marque, alors tu connais peut-être pas de côté, mais nous, on a la grande famille Mullier qui a créé les Auchan. Et donc, dedans, ici, on est bien impacté avec eux et on est même influencé par rapport à ce que ça fait. Et donc, on avait regardé un peu les Auchan et après, comme Carrefour, les Carrefour Market, Carrefour City, etc. Et il y a franchement des parallèles qui se font avec notre milieu du fitness, avec du low cost et du haut de gamme et avec différents grands acteurs qui vont avoir plusieurs styles à leur arc. Et ben, pour moi, quand je m'étais entouré et quand j'avais analysé ça, j'avais analysé un petit peu quelles sont les qualités d'un chef d'entreprise.
Et les qualités, pour moi, et les compétences qu'il faut développer pour diriger une chaîne d'entreprise, c'est ce qu'on voit afficher. Le vendeur, le manager, le gestionnaire et coach, j'allais dire, c'est la valeur métier. Et après, chacun son métier dedans. Et donc, pour les qualités, c'est ce qu'on voit en haut à droite. Si on prend l'aspect technique, on va dire le coaching, pour moi, la première qualité, c'est l'empathie. Et le deuxième, c'est l'attention. Et je les mets bien dans cet ordre-là. Et quand on a beaucoup travaillé sur ces choses-là, on en avait, tu te doutes bien qu'on avait une vingtaine de valeurs qui étaient derrière. L'objectif, c'était d'en retenir que 2. Donc, choisir, c'est renoncer. Donc, on avait renoncé à toutes les autres. Mais lesquelles sont vraiment primordiales. Donc, l'empathie, l'attention envers les autres, la compréhension, l'écoute, on est fait avec 2 oreilles et une seule bouche. Et attentionner, c'est bien sur du haut de gamme. J'avais une formation au Ritz là, qui était faite avec Julia Robert qui venait, mais qu'il fallait absolument avoir un cocktail pamplemousse. Quand la prochaine fois qu'on vient, c'est l'attention de ce cocktail pamplemousse qui arrive. Et c'est ce qu'on doit avoir comme démarche. Tu vois, la dernière fois, j'avais du mal quand j'ai dû embaucher, j'avais vraiment du mal. On a 3 entretiens. Le dernier, c'était 2 personnes super. Et c'était la première fois que ça nous arrivait. On n'arrivait pas à choisir parce qu'ils étaient vraiment tous les 2 doués. Et ce qui a fait la distinction dans les 10 dernières secondes, ça vaut ce que ça vaut, parce que encore une fois, ils étaient bons tous les 2. Et c'était l'attention de la bouteille d'eau qui était transmise au client. Et pour moi, ça fait une différence. L'autre aurait pu le faire, n'empêche que celle qu'on a pris, elle l'a fait. Donc tu vois, pour moi, c'est ces valeurs-là. Après, si on regarde la vente, et vente, bien sûr, il y a la communication qu'il y a avant pour après finaliser sur la vente, ce sera optimiste. Optimiste, il y a quelqu'un qui est optimiste, naturellement, a plus de chances d'aller conclure sa vente. Ça, c'est même prouvé par certaines études. Et c'est tout bête, mais souriant. Et quand on dit souriant, on va dire avenant, etc., d'aller vraiment avec l'état d'esprit. Pour moi, le 3e bloc, c'est le management. Et le management, il faut bien insister là-dessus, parce que alors tous ceux qui nous écoutent, selon ce qu'ils veulent faire auto-entrepreneurs, ils vont être seuls, donc ils vont l'avoir nettement moins. Mais dès qu'on a une notion d'équipe et l'objectif, c'est de grandir, c'est bien l'équipe qui va après pousser toutes ces valeurs-là. Et les valeurs, tu vois, j'étais en train de lire actuellement tout ce qui est le marketing expérientiel. Dans l'expérientiel, c'est bien les collaborateurs qui vont faire cette démarche. Et pour moi, il faut trouver des passionnés. Et on en revient à ce passion, c'est des passionnés et des personnes attentionnées. On en revient également sur l'aspect technique des choses. D'accord? Mais la passion, pour moi, c'est vraiment ce qui est important. Oui. Et le dernier, la gestion. Oui. Et dans la gestion, pour moi, c'est très simple. Et là, pour moi, il faut pas oublier que sur 10 boîtes qui créent, c'est 7 qui tombent en France la première année pour une faute de gestion. C'est-à-dire qu'on a un super coiffeur, un super fleuriste, ils s'y connaissent parfaitement dans leur domaine, mais par contre, ils croulent une boîte parce qu'ils ont oublié une TVA, parce qu'ils savent pas la différence avec du hors-taxe. Et ils peuvent franchement planter une boîte sur des simples choses, la trésorerie, etc. Donc pour moi, la gestion, et je donne des cours à la fac, tu vois, c'est vraiment cet paramètre-là qui manque beaucoup. Il y aura ça qui va manquer, il y aura le marketing et la vente, mais il faut pas oublier la gestion. Aujourd'hui, on parle beaucoup de marketing et de vente, il faut surtout pas le négliger, mais la gestion, faut pas le négliger non. Donc ça, faut être pragmatique et il faut être efficient. Ouais. Et souvent, on va même dire de vous entourer, là, que même si vous essayez d'être auto-entrepreneur, d'avoir un conseil de quelqu'un habitué à gérer du cash flow, à gérer des revenus, à gérer ses choses, même s'il ne fait pas le quotidien parce que vous n'avez pas les moyens, mais au moins qu'il révise aux 3, 6, 12 mois. Donc, de même, vous entourer dans tous les cas d'une équipe. Ça peut juste être hyper positif là, pour vous dans un début d'entreprise. Mais justement, quand on parle de tout ça, donc là, on a nos compétences, on sait un peu ce qu'il faut qu'on développe. On a aussi nos valeurs, on sait notre mission, on sait notre passion. Mais maintenant, je crée un business plan ou non, et pourquoi? Le business plan est incontournable. Hein. Encore une fois, on a bien fait, on a bien fait. Mon son est revenu gricher. Alors, s'il griche, on va revenir sur l'autre. Ça va mieux? C'est parfait. J'ai l'impression que c'est à chaque fois qu'on change de slide. On verra la prochaine. Ouais, effectivement. Alors, le business plan, oui, c'est ce qui va également de gérer pas gérer, mais vraiment pouvoir piloter le projet et voir la faisabilité également. Et c'est quand même cet outil-là qui va nous permettre de le présenter demain si on doit avoir des investisseurs ou les banques, etc. Et moi, j'aime bien également l'avoir en tête
pour, entre guillemets, me donner des objectifs et les tenir et voir si on les tient. Et bien entendu qu'après, ce business plan évolue dans le temps. Notre prévisionnel évolue dans le temps. Mais aujourd'hui, là, on est en 2023. Je suppose pour toi également que tu as déjà travaillé sur 2024. Et nous, on travaille sur des espaces, tu vas peut-être voir très très loin, mais on travaille sur 1 an, 3 ans, 5 ans et on touche à 10 ans. Donc c'est vraiment aller travailler. Et quand tu dis travailler avec quelqu'un d'autre, j'insiste vraiment, on pourrait faire un webinaire complet là-dessus, mais voir un petit peu quel est votre codir, votre codirection, si vous en mettez ou pas, et quelle est votre gouvernance. C'est des rôles bien différents, mais avoir un chairman en face, c'est hyper intéressant pour prendre de la hauteur au niveau stratégique et également pour, quand il nous manque des éléments. Mais c'est peut-être après dans un second temps qu'il faut le mettre en place, mais il faut pas hésiter à aller chercher un peu plus loin et relire ce business plan avec cette personne-là, si on a cette personne-là. Donc à quoi sert un business plan? Ça va être de mettre par écrit son projet, ne rien oublier, et après de pouvoir s'y tenir et d'avancer concrètement. Donc après, l'idée, c'est peut-être de voir un peu ce qu'on peut mettre dans ce business plan. Effectivement. Et dans ce business plan, voilà, la première des choses qu'il faut mettre, à mon sens, c'est l'étude de marché. On a bien sûr parlé de présenter l'humain, hein, présenter qui on est, etc., ce qu'on fait. Mais l'étude de marché, pour moi, elle est vraiment primordiale. L'étude de marché, on va parler de positionnement. On va parler de zonification et on va parler de localisation. Alors c'est quoi ces mots barbares? Il faut s'accoutumer avec. Hein. Quand on parle, c'est ce que tu as affiché par rapport à l'aspect géomarketing. Il y a des logiciels qui existent qui permettent de croiser les aspects géographiques avec les données de l'INSEE et qui permet de donner une cartographie pour voir un petit peu où il vaut mieux s'installer. Donc, bien entendu qu'on a travaillé sa cible type, son avar type, et ça permet de savoir si la clientèle qu'on va avoir, qu'on désire avoir, correspond au lieu qu'on va mettre en place. D'accord? Donc, c'est par rapport à la cible, mais c'est également avec tous les KPI, typiquement tout ce qui va être, nous, ce qu'on regarde beaucoup, par exemple, dans nos structures, ça va être le nombre de personnes au mètre carré. Ça va être le type socio-professionnel, donc CSP+, parce qu'on sait on va avoir un panier moyen qui va être plus élevé. Et le troisième paramètre qui est aussi intéressant, il va me revenir. Si, c'est tout simplement, j'aurais dû commencer par ça. On sait que les personnes font moins de 10 minutes pour aller dans un club. Ça paraît peut-être aberrant, hein. Il ferait peut-être mieux de venir chez nous, mais s'il y a plus près, ils vont venir à côté. Donc moins de 10 minutes, on commence déjà par ça. Donc c'est moins de 10 minutes avec plus de 30 000 personnes au mètre carré. Par rapport à ces 10 minutes-là et par rapport à CSP+. Tu vois, c'est les 3 gros paramètres qu'on a. On se fait demander en commentaire comment trouver la meilleure zone d'achalandage dans notre ville ou région. Tu as parlé de l'INSEE, tu as parlé de certains logiciels. Est-ce que tu as des noms à nous donner? Est-ce que tu as d'autres stats? Pour les Canadiens qui nous écoutent, l'INSEE, si je ne m'abuse, c'est l'Institut de la statistique là, en France, en gros. Donc, on aurait certains équivalents là, au Canada aussi à ce niveau-là. Mais as-tu des trucs? Alors, oui. Oui, il y a certaines marques, hein, il y a certains logiciels. Après, ça coûte, hein, ça a un coût ces choses-là. Selon les logiciels, ils ont des plus d'avantages, d'inconvénients. Il y a des choses que vous pouvez trouver totalement gratuitement qui sont ouverts. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que ça fait pas toute l'analyse. Donc, c'est à vous vraiment d'aller le cartographier, ou alors ça cartographie, mais ça vous dit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, au niveau gratuit, vous aurez ces éléments-là, mais vous pouvez pas en faire grand-chose puisqu'il n'y a pas la stratégie qui va avec. En termes de marque, j'étais à l'époque chez Territoire et Marketing, pour pas citer une marque, qui ont évolué, mais dans mon sens, dans le négatif. Donc c'est pour ça qu'on est parti chez Snappen maintenant, qui nous permet d'avoir juste ce qu'on a besoin en fait. Hein, parce qu'il ces personnes-là où ils vont aller entre guillemets se régaler, c'est facile pour eux d'avoir les données. Par contre, après, c'est vraiment l'étude spécifique dedans que eux peuvent valoriser. Et moi, j'en ai pas besoin puisque je connais ma cible. C'est plutôt à moi de faire ce travail-là. Je comprends très bien. Voilà, ça répond à la question? Oui, super bien. Donc, effectivement, pour trouver la meilleure zone, donc on peut se baser sur des statistiques, etc. Maxime, par contre, attention, c'est pas nécessairement la zone la plus achalandée qu'on a besoin, selon, encore une fois, le type d'entreprise, le type de salle de sport que tu veux. La zone la plus achalandée, ça va être surtout dans le contexte où est-ce que tu veux quelque chose qui va souvent être low cost et gigantesque. Dans un concept, par exemple, comme de salle de Guillaume, tu cherches sûrement la zone avec le plus de personnes qui représentent ta clientèle cible, soit une clientèle qui veut un suivi, qui a la capacité de payer un suivi. Donc, on n'est pas nécessairement sur le plus achalandé en tant que tel. Je connais en exemple une salle de sport au Québec qui est très intéressante, qui, eux, tu vois, ils
leur clientèle, c'est les personnes plus âgées. Donc, ils vont toujours se positionner près d'une maison de retraite. Donc, encore une fois, c'est pas la zone la plus achalandée nécessairement d'un point de vue absolu, mais c'est la zone la plus proche de la clientèle cible visée. Donc, on revient un peu là à la mission, les valeurs du début. Dans votre étude de marché de géolocalisation, il y a énormément ça aussi là, qui prend de compte. Et la localisation, il faut quand même pas négliger aussi, Étienne. Après, elle se fait aussi pas que en digital. Il faut aller sur place. Nous, si on a un grand boulevard, il n'y a pas de feu. Si on habite juste en face, il faut mettre 5 minutes de plus. Donc, entre ce que le logiciel nous donne et après sur place, il faut s'intéresser aux mairies. S'il y a des futurs travaux, des futurs gros objectifs. Nous, il y a eu un énorme pont qui a été transmis, tout d'un coup construit à travers une rive, et on a quasiment fait fois un tiers par rapport à la zone qui passe par là, etc. Il faut regarder si on veut être en centre-ville, si on veut plutôt être nous, ce qui marche très très bien, c'est tout ce qui est au pied des autoroutes, qui permet de faire. On n'est pas en centre-ville, mais qui permet d'avoir du trafic. Et après, on va regarder concrètement le local. Est-ce qu'il y a de quoi se garer? Combien de places de parking vous avez besoin? Est-ce que vous avez la visibilité? Est-ce qu'il y a les autorisations d'enseigne, de pré-enseigne? Il y a toutes ces choses-là qu'il faut regarder. Je pense que ton son, il crépite après chaque fois où moi je parle, en fait. C'est comme si je gâchais ton micro. Donc, juste si tu veux rechanger, pourtant, je fais rien. Mais bon, on dirait que c'est après moi, en fait, c'est pas quand on change de slide. L'idée, au final, tu parles de géomarketing. Qu'est-ce que du géomarketing? Le géomarketing, c'est le mix des deux mots, géographie, donc l'aspect géographique, où est-ce qu'on se situe, et alors ça va très très précis, on peut aller sur des quartiers, on peut être à l'iris près, l'iris c'est encore plus petit, et marketing, on va coiffer toutes ces données statistiques pour voir par rapport à ces lieux-là lesquels il faut prendre. À l'époque, moi j'avais retenu sur toutes les données de l'INSEE qui sont énormes, on avait retenu en fait que 24 indicateurs, et sur ces 24, on les avait mis par ordre d'importance et on avait fait un scoring pour voir vraiment où est-ce qu'il faut se mettre en place. Donc si on arrive à mettre ça en place, plus l'aspect localisation, et le dernier paramètre, et on aurait peut-être dû commencer par ça, c'est le positionnement. Il faut d'abord bien connaître le positionnement de son concept. Donc pour moi, je l'avais traité complètement avant cette partie-là, mais on l'a peut-être passé un peu trop vite. Ouais. Si on ne connaît pas réellement son positionnement, ce sera nettement plus facile de définir de quoi on a besoin. D'accord. Donc positionnement, tu l'as dit tout à l'heure, nous on est par exemple, typiquement, on est spécialisé dans le suivi personnalisé sur 200 mètres carrés avec une CSP+, avec 70% de femmes, 30% d'hommes. Donc voilà, et avec 2 avatars types où on les connaît très bien, et là ça nous permet de savoir où chercher. Et souvent on voit l'inverse. On va passer par des agents, on va nous présenter des lieux, j'ai trouvé celui-là, il est moins cher, ou je connais mon grand-père qui peut me passer celui-là. Je vais dire non, il faut fonctionner dans le sens inverse. Quel est mon besoin, et après on va tout mettre pour le trouver. Exact. Je reviens. Effectivement, si votre clientèle, c'est les femmes enceintes, donc où vous vous placez, ça va complètement changer que si votre clientèle, c'est les adolescents de 16 à 25 ans. Donc, on va effectivement essayer de faire le positionnement qui est en lien avec vos valeurs et vos missions avant d'aller jusqu'à ton emplacement. On se fait demander une question que je trouve cocasse, mais tout de même très bonne. Est-ce que c'est bon d'aller se placer près d'un autre gym pour capter plus de prospects? Franchement, ça dépend de beaucoup d'éléments, c'est-à-dire quel prospect et quel autre gym, comme tu dis, et ça dépend aussi de votre stratégie je veux dire global et en nombre. Moi, ça m'est arrivé dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai eu, par exemple, pour pas le citer, l'Orange Bleu qui s'est pointé à 250 mètres de chez moi. Et tu te doutes bien, alors c'était il y a 12 ans, donc les premières choses, tu te demandes déjà pourquoi. Et je comprenais pas pour lui, Et donc après, on a été prendre un café, on a été voir, etc. Et tu vois, avec du recul, moi, j'ai perdu, je pense, 2 clients et j'ai dû en gagner 6 ou 7. Donc, si le positionnement n'est pas du tout le même et on a réellement les bons clients dans son lieu, c'est nickel. Après, il y aura certainement des notions d'absorption si on va regarder certains locaux. Si tu regardes les Basifiques qui s'installent franchement partout et tu regardes les qui coulent orange bleu, naturellement, ils sont quand même dans le même univers. Et en tout cas, la valeur perçue va être moins forte que ce que je fais. Mais demain, moi, je suis certain que tu mets
il correspond à spécialisé dans le suivi personnalisé, tu mets quelqu'un qui est hyper doué, un studio dans le yoga ou dans le pilates, tu mets quelqu'un qui va être dans le cycling, sous cycling pour pas le citer, et tu mets un low cost, eh ben, les 4 vont fonctionner. C'est 4 besoins complètement différents. Et surtout maintenant, il y a 15 ans, franchement, on parlait de suivi personnalisé, les gens, ils me regardaient, ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Maintenant, aujourd'hui, on a démocratisé et les personnes ont le choix. Et d'où mais d'où la force d'avoir un positionnement ultra spécifique. Et je pense qu'on le répétera jamais. Et ça vient vraiment de votre introspection au départ et ensuite du business model que vous créez. On se fait demander dans le chat, justement, est-ce qu'on a des types de business models, des modèles, en fait, qu'on peut réutiliser. Personnellement, j'en connais 2 que j'aime beaucoup. Le Business Canva Plan, qui est le plus grand classique. Je peux vous trouver le lien. Et le deuxième, qui est inconnu, mais qui fait une très bonne auto-inspection, c'est le Pimento Map. Donc, c'est un drôle de nom, mais un livre très intéressant et surtout une carte interactive sur le web que vous pouvez remplir et qui va vous donner énormément comme une image d'où vous en êtes par rapport à votre projet. Je ne sais pas si toi, Guillaume, tu connais d'autres modèles intéressants de Canva. Et en attendant, je vais essayer de trouver les 2 liens pour les gens qui nous écoutent. Alors, dans les noms que tu dis, il y en a un des 2, d'ailleurs, je connais pas, là, le deuxième, j'irai voir. Oui. Mais tu vois, quand je m'étais fait également entourer, pour moi, tu dis business model, mais je partirais aussi du concept. On n'a pas parlé du concept, mais un concept, ça s'invente pas, ça se construit. Et justement, là, il y a des outils qui permettent de construire les éléments forts, les éléments plus, les éléments faibles, etc. Et qui permettent de construire son projet et après d'en faire un business model. Moi, si je parle plutôt business model, et c'est peut-être la transition avec la slide d'après pour tout ce qui est chiffres, nous, actuellement, dans l'univers du fitness, il n'y a pas 36. Pour moi, tu as les low cost, Basic Fit, tu as les low price qui sont à 29 qui coulent orange bleu, tu as tout le middle market qui est mort depuis 2012-2013, avec quelques exceptions à 45-49 euros. Et après, tu as tous les autres. Et pour moi, tous les autres, j'en fais partie. C'est tous les studios, les boutiques gym qui, eux, vont avoir des passionnés, souvent des gens du métier, et ils vont pas avoir des chiffres d'affaires qui explosent. Par contre, une rentabilité très forte. Et pour moi, ça, c'est l'avenir. Oui. Ça, c'est vraiment l'avenir. Et ça, on n'est pas obligé d'être, on le verra financièrement, mais on est sur un autre type de prix. Et ça, qu'importe. Donc voilà. Pour moi, la deuxième partie, si tu arrives à passer la slide d'après, si mon micro marche toujours quand ça passe, non, c'est ça pour ton micro a lâché aussi si tu veux le déplacer. Mais effectivement, parlons chiffres. On fait même se demander dans le chat, justement, est-ce que le prévisionnel financier est plus important que le business plan? Ce qui me semble une question parfaite pour faire un passage vers le chiffré. Et pour moi, c'est pas plus important ou un point vraiment, ça va s'entrer sans mêler. Mais c'est clair que c'est d'abord, tu vois, je vais répondre à ta question un peu différemment. Ça va d'abord le service client qu'il faut mettre en place et donc le concept, le projet, qui va après amener de la rentabilité. Et moi, mon premier job, c'est de créer de la plus-value client, augmenter cette valeur perçue et améliorer notre service au quotidien. Tu vas rigoler, mais j'ai un petit post-it pour pas réveiller ma femme toute la nuit, parce que moi, c'est la nuit que je réfléchis. Et à chaque fois, j'écris quelles sont mes idées et des choses positives qu'on peut mettre en place. Et après, ça va découler les aspects financiers. Encore, il faut bien faire les bons choix, hein, bien entendu. Et donc, pour moi, le business plan, après, le chiffrage va permettre de quantifier, hein, tout simplement. Il faut pas avoir fait Sciences Po. Hein, le chiffre d'affaires, qu'est-ce qui va rentrer, quelles sont les offres et à combien. Et après, deuxième partie, toute la partie charge, tout simplement, et voir ce qu'on peut optimiser. Et c'est là où je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul avant pour faire ces choix stratégiques qui vont évoluer dans le temps. Hein. Nous, dans les années qui ont passé, ça a beaucoup évolué. Et après, il y a aussi l'actualité qui va changer et qui va faire des évolutions. Hein. Je prends là l'électricité actuellement, c'est des choses qui explosent. Qu'est-ce que vous faites à côté? Est-ce qu'il faut augmenter les prix, etc. Il y a plein de questions après stratégiques. Mais ces choses-là, j'accompagne des coachs dans leurs projets. Je suis toujours surpris de pas avoir de chiffres en face. Et quand je dis pas, c'est 0. Et quand j'en ai, c'est pas forcément tenu. Personnellement, moi, je sais toutes les heures à la seconde près dans tous mes clubs quelles sont leurs ventes, quels sont leurs paniers moyens, quel est le client actif, combien il y a de bilans à venir, qui a résilié, etc. C'est-à-dire qu'il faut pas en avoir 36. Nous, on a 9 informations très claires et il faut savoir les lire
faut les avoir, faut savoir les lire, et il faut savoir surtout les interpréter pour mettre quel levier il faut mettre en place. Donc pour moi, cet outil-là, il est indispensable pour piloter la boîte, mais pour aller plus loin, pour faire parler et jouer la stratégie qui est derrière. Donc pour moi, c'est ce chiffrage hyper important de savoir quantifier pour après gagner en qualité par rapport au choix qu'on fait. Donc pour le chiffrage... Conseil d'être plus pessimiste ou plus optimiste dans ces prévisions chiffrées? Alors personnellement, je suis dans le prévisionnel que je donne, par exemple, pour moi, je suis pessimiste. C'est-à-dire que quand on ouvre, ça fera que mieux. L'objectif, c'est de dormir sereinement et entre guillemets d'avoir tant mieux de la marge. Et nous, une des choses qu'on met nous en management intérieur, nous, c'est célébrer les succès et fêter les réussites. Donc tu te doutes bien, il y a toujours une petite bouteille qui est là. Tu vois, j'avais mis au défi des managers et ça fait mes structures quand elles sont remplies, tu vois, c'est 260 clients. Et actuellement, on est à 252 et plus ça monte, plus c'est difficile de les avoir parce que c'est remplir exactement la clientèle qu'on a besoin par rapport à des créneaux-types. Et je lui ai dit, Paris, une fois que tu arriveras à tes 250, tu tiens 3 mois là-dessus, on ouvre une bouteille. Et donc là, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, il était piloté sur ces chiffres, quoi. Mais voilà, c'est aussi source de motivation. Ah oui, effectivement, puis d'avoir les bons KPI. Puis si on parle... non, pas final, excusez-moi. Et si on parle rentabilité en tant que telle, donc comment est-ce que en combien de temps est-ce qu'on peut espérer se rentabiliser? Comment est-ce qu'on planifie l'achat des équipements, qui souvent est très coûteux dans l'ouverture d'une salle? On va parler financement après, mais comment qu'on peut espérer une rentabilité rapidement ou lentement? Et quel type de rentabilité on peut espérer aussi? Ouais. Après rentabilité, il faut aussi qu'on se mette d'accord sur comment la calculer et ce que c'est, hein, parce qu'il y a pas mal de manières de le faire. Donc je vais y répondre juste avant, mais dans ce que juste après, mais dans ce que tu viens de dire, il y a pas mal d'éléments qui sont importants. Pour moi, ça va être la partie rentabilité. Si on regarde comptablement parlant, ça va être l'EBE sur le chiffre d'affaires et ça donne un pourcentage. D'accord? Ce pourcentage-là, pour nous, pour donner un ordre d'idée, même pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi le BE? L'excédent brut d'exploitation. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais globalement, c'est ce que vous pouvez, tout ce que l'entreprise gagne va récupérer en plus sans mettre votre indemnité. Parce que votre indemnité, c'est bien ce que vous allez faire comme choix pour le prendre après dedans. Mais faites-vous aussi accompagner. Mais par contre, faites-vous accompagner, mais comprenez ce que ça veut dire et comprenez comment ça fonctionne après. C'est des choses les plus importantes. Et donc, le BE sur le chiffre d'affaires donne ce pourcentage. Nous, même en période de crise avec Covid, on est entre 10 et 14%. D'accord. Ça, c'est aussi un repère qu'on peut avoir dans l'immobilier. Actuellement, c'est du 5. D'accord. Des placements financiers, c'est même pas un 50. Donc ça, c'est aussi intéressant pour avoir le pourcentage. Moi, je regarde cette partie-là, mais je regarde aussi concrètement combien on laisse en résultat et combien on met dans sa poche. Alors ça, souvent, pour les personnel trainers, ça parle un petit peu plus. Combien tu gagnes, on peut concrètement le dire. Mais un chef d'entreprise, moi, je me paye franchement de manière complètement différente. Je vais me payer en licence de marque, en direct. Je vais me payer en indemnité de gérance. Je vais charger à fond la boîte avec une voiture, avec l'assurance, etc. On va pouvoir prendre dans les bénéfices. Donc, il va falloir essayer de voir un petit peu tous les intérêts. Où est-ce qu'il faut aller piocher? À quel moment? Pourquoi? Où est-ce que c'est plus intéressant au niveau fiscal, etc. Et ça évolue dans le temps. Donc pour moi, tu vois, la grosse partie de la première question, ça va être cette partie-là. Et après, je pense qu'il va falloir faire nos choix concrets dans ce qui rentre dans le chiffre d'affaires, quel type de forfait on fait, à quel prix, quel est le panier moyen, etc. Si c'est à domicile, si c'est à l'extérieur, moi c'est en studio, donc c'est quand même plus facile. Et après, dans toutes les charges, pareil, hein, on a fait le choix dans l'étude de marché, le loyer, c'est quand même pas négligé, c'est cette grosse partie-là qui est assez prenante. Quel choix on fait par rapport au business model? Regardez que chaque mètre carré soit utile et rentable. Après, ça va être toutes les charges. Hein. On va aller coiffer tous les comptes et on va voir quels sont les choix stratégiques qu'il faut faire sur chaque élément. On va regarder également en lien avec le financement. C'est la slide qui va nous arriver juste après, par exemple, sur les machines. Est-ce qu'on va le faire en crédit bail? Est-ce qu'on fait en leasing? Sur combien de temps? Est-ce qu'on fait appel à des investisseurs derrière ou non? Là, un petit peu toutes les questions qu'on va se poser. Justement, posons-nous-les pendant que tu rapportes ton micro encore une fois. Posons-nous cette question, effectivement, de l'investissement. On le sait surtout, démarrer un gym, une salle de sport, autant on peut démarrer une petite boutique gym qui est quand même beaucoup plus petit, avec moins
moins de nécessité de capitaux, mais dans tous les cas, on va avoir besoin de capitaux. Comment est-ce que tu finances l'ouverture d'une salle quand on démarre? Alors, les capitaux, alors là, avec la crise, ça a encore changé, hein, selon les pays, selon là où on habite, etc. Pour donner un ordre d'idée, actuellement, les banques vont suivre si vous mettez à peu près 30%. Avant la crise, c'était même, moi, dans mes clubs, j'avais réussi à descendre à 20%. Hein. Donc maintenant, on est plutôt à 30% du montant total. Donc, dans tous les chiffres dont je vais transmettre, c'est toujours en hors taxe que je vais parler. Hein. Une petite boutique gym, moi, je part du principe, moi j'appelle ça la franchise des coachs. Hein. J'étais coach sportif, je suis pas un fils à papa du tout, j'avais 5 000 euros grâce à mes colonies de vacances, donc tu vois, j'avais pas grand chose. Et donc je peux te raconter après comment j'ai fait, hein. Mais c'est tout à fait possible pour tous ceux qui nous écoutent. Moi j'avais rien. Donc un Correspa pour un idée, c'est 180 000 euros. 180 000 euros, c'est le montant total à financer. Et dans les montants totaux, si on regarde l'ensemble des choses, il va avoir de la trésorerie, il va avoir les machines, nous, c'est à peu près 70 000 euros, c'est ça un gros poste. Il y a les travaux, 40 000 euros. Il y a tout ce qui est petit matériel, etc. Donc, on va retenir 180 000 euros. Et sur ces 180, les banques vont demander 30% en apport. Et en apport, ça, il faut pas confondre pour ceux qui nous écoutent. C'est bien, moi, Guillaume Legrand, combien je vais apporter à la banque. Et ben ça, donc nous, ça correspond à peu près à 40 000 euros. Donc, pour moi, c'est jouable d'ouvrir une structure dès qu'on a 40 000 euros d'apport. Et ces 40 000 euros, il faut pas se leurrer. Actuellement, en France, ceux qui ont, je parle avec moi j'avais 24 ans quand j'ai créé, on n'a pas forcément ces sommes-là. Il faut demander à papa, à maman, moi j'en avais pas, à votre grand-père, à votre grand-mère, j'en ai une qui va prêter un petit peu, aux amis des parents, moi c'est ce que j'ai réussi à avoir. Et il faut demander à votre chien, à votre chat, qui vous voulez. Mais il faut avoir cet apport et il faut aller bosser. Mais par contre, les entrepreneurs, j'entends beaucoup quand j'ai des coachs au téléphone, ah mais je vais encore travailler un an et demi, je vais mettre de côté, ça va permettre de le faire. Non, faut pas rêver. Un entrepreneur, à un moment, il vient chercher de l'investissement. Alors je suis un peu dur quand je dis ça. Il y en a qui me disent ouais mais t'y crois pas. Si, je vais surtout pas casser un rêve d'un entrepreneur. Il faut aller jusqu'au bout. Mais c'est pas comme ça qu'un entrepreneur s'y prend. À un moment, il faut aller toquer à la porte d'autres personnes pour avoir ces apports. Des aides, il n'y en a pas 36 000. Hein. En France, il y en a une grosse aide qui marche bien avec Pôle emploi. C'est dès qu'on a travaillé plus de 6 mois dans n'importe quel domaine avec CDD ou CDI, on peut avoir cette aide à l'emploi où pendant 17 mois, on va toucher soit le SMIC, soit un pourcentage de ce qu'on avait avant, qui permet quand même de se lancer justement avec un moindre risque. Et après, tout à l'heure, j'ai pas répondu à une question que tu avais posée à un moment, Étienne, tu m'as dit en combien de temps on peut être rentable. En France, sache que la moyenne, je sais pas si tu le sais, mais c'est 17 mois. Les banques, les entrepreneurs, quand ils ont un projet, normalement, c'est à peu près du 17e mois qu'ils atteignent leur point, qu'ils atteignent leur point mort et qu'ils sont rentables. Donc, le point mort, c'est le moment où l'entreprise ne perd plus d'argent. Le point mort, souvent, faites attention si vous comparez des structures. Moi, je le mets en place et je vais vous donner en combien de temps, mais sans compter quand est-ce que le chef d'entreprise se paye. On ne le prend pas en compte. Donc moi, c'est au bout de 9 mois. Pour 9 mois pour faire un gamin, ma femme, je lui ai dit, on va faire un autre gamin, ça sera un club de sport. 9 mois pour commencer à rentabiliser. Donc les 9 premiers mois, bien entendu, on a perdu de l'argent. Au bout du 9e mois, on commence à en gagner et on le récupère un peu. Et 9 mois, pour un club Correspa, c'est hyper, là, je vais dire performant. Tout à l'heure, on parlait de rentabilité. Là, c'est pas de la rentabilité, mais c'est hyper performant. Au bout de 9 mois, le point mort, c'est assez rare. Et la première année dans mes structures, selon le modèle, si vous êtes 2 franchisés ou si vous êtes un franchisé et un salarié, eh ben on sort plus de 15 000 euros la première année, ce qui est très rare. Les entreprises, souvent, ils sont à l'équilibre au bout d'un an et demi. Ouais. Et c'est ça qu'il faut trouver comme modèle économique pour pouvoir le financer. Ouais. Voilà au niveau financement. Et après, bien entendu, on peut aller chercher du crowdfunding, on peut aller chercher des prêts d'honneur, on peut aller chercher plein d'autres alternatives ou organismes de ce côté-là. Mais c'est avant tout son apport personnel. Je peux même peut-être un mini parallèle parce que tu parles beaucoup France pour les Canadiens qui nous écoutent, les Québécois tout particulièrement. Il y a peut-être 2 programmes qui sont beaucoup plus flexibles pour financer. Le premier serait Futurpreneur que peut-être que vous connaissez déjà, qui passe jusqu'à 15 000, mais qui peut monter jusqu'à 45 000 avec l'apport de BDC, mais avec des conditions énormément avantageuses, plus que ce que n'importe quelle banque réussira à faire. C'est vraiment plus un prêt pour encourager l'entrepreneuriat qu'un prêt avec des hauts taux. Et de l'autre côté, BDC tout seul, on les connaît beaucoup moins au Québec. BDC, c'est la Banque du développement du Canada, mais ils sont hyper créatifs dans leur aide.
et puis ils sont très, très, très agréables là, à travailler avec. Donc, ça peut être deux, parce que vous connaissez déjà les banques, ça peut être deux autres structures au Canada pour ceux qui nous écoutent, qui sont très intéressants à aller voir là, en tant que tel. Parlons ensuite, donc maintenant, quoique ça a l'air d'être un sujet qui intéresse énormément le financement. Donc, si certains vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. On se fait même demander justement, est-ce que, et ça fit un peu avec la question d'après justement, est-ce que tu fais rentrer un associé, un co-investisseur en tant que tel? Et avant que tu commences, je crois que ton micro a encore... Alors, je change le micro et j'arrive. Ah non, il a l'air correct finalement. Donc oui, et au niveau du financement, bah tu as fait une bonne transition parce que avant de parler du recrutement et de l'association, mais c'est en lien également. Hein, tu vois, nous, quand tu fais partie d'un réseau, en tout cas moi, elle ne correspond pas à ce que j'ai mis en place, c'est qu'il y a plusieurs styles d'aide. Déjà, les banques sont nettement moins frileuses parce qu'il y a déjà du passé, il y a déjà un actif, il y a déjà un business plan, on accompagne, etc. Mais il y a également, tu vois, nous on travaille avec des partenaires selon le type de business plan et le type de profil d'entrepreneur. Je vais pouvoir proposer et présenter typiquement des personnes que j'appelle les love money, hein, qui sont prêts eux-mêmes à apporter, soit en rentrant dans la structure, soit directement avec l'entrepreneur et l'aider dans cette gestion et y aller. Donc ça, ici, c'est faites-vous entourer. Des petits réseaux comme les miens, le gros avantage, c'est qu'on est très très proche. Et c'est là le gros intérêt par rapport à des gros où on va venir mettre des gros organismes en face. Voilà. Et encore une fois, c'est peut-être des montants qui peuvent faire peur, les montants que j'ai donnés, mais c'est des petits montants. C'est pas énorme non plus si on compare par rapport à la concurrence ou qu'on compare par exemple à des choix de vie, de choix de maison, etc. ou de plus-value. Donc pour moi, il y a plusieurs modèles. On peut prendre à Correspa, il faut être deux. Hein. Il y a 72 heures d'ouverture. On est ouvert tout le temps sauf le dimanche après-midi, 8h30 le matin, 8h30 le soir. Donc il faut être présent dessus en opérationnel et vous doutez bien que c'est nettement plus intéressant si vous n'avez pas forcément d'investisseurs derrière ou de financiers derrière parce qu'ils ne prennent rien. Nous, c'est notre cas dans toutes les structures où c'est moi qui joue ce rôle-là maintenant. Donc ça ici, c'est intéressant de ne pas en avoir si on peut. Donc la meilleure solution, c'est pourquoi pas, si financièrement on peut, c'est d'être seul. Donc mettre ces 40 000 euros, on a demandé à droite à gauche, on a réussi à les réunir et partir avec un salarié. Mais on peut aussi faire le choix de s'associer. Alors s'associer, on va répondre sur l'aspect financier, mais on va répondre aussi sur l'aspect avec qui s'associer, comment s'associer, les dangers de s'associer, etc. Sur l'aspect financier, tout à l'heure, si je prenais le modèle Correspa, il faut 40 000 euros d'apport. Bah, cette fois-ci, si on s'associe, il faut toujours 40 000, mais cette fois-ci à deux. Donc il y en a un qui peut mettre 30, l'autre 10. D'accord. 20-20, je vous le conseille pas, même si c'est possible, mais ça devient nettement plus abordable également. 3, dans nos structures, ça sert à rien. Il y a toujours un qui sert à rien. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un ami ou un grand-père ou qui peut venir au capital et le mettre en compte courant. Il faudra faire la distinction entre le capital et le compte courant, qui permet de pas forcément être un prêt. Et donc ça peut aussi rassurer. Il y a plein de solutions internes à mettre en place. Voilà. Et après, dans mes structures, je m'ouvre aussi aux passionnés du fitness qui sont pas diplômés. Dans ces cas-là, ils ne peuvent pas prendre en charge les gens. Et là, ils le font purement sous forme d'investissement. Et ils cherchent soit deux personnes diplômées, soit de plus en plus, j'ai des gens comme ça qui me demandent de trouver un franchisé diplômé et qui permet de l'aider à monter sa structure. Donc ça, c'est aussi possible. Et pourquoi tu ne conseilles pas 20-20? Alors ça, donc là on quitte sur l'aspect purement financier. Hein. Alors là, ce que je veux dire, c'est ce que je pense moi. Maintenant, j'ai pas forcément c'est pas une question de raison ou tort ou de vérité. Une boîte, quoi qu'il arrive, elle va soit crouler, soit flotter, soit performer. Et il faut imaginer les trois. Hein. Et puis dans sa vie d'entreprise, elle va monter, elle va descendre. Et puis de toute manière, à un moment, vous allez soit la revendre, soit à un moment, nous, la courbe de l'être humain à 60-70 balais, 90 ans, on va mourir et votre boîte, c'est elle, s'il faut la continuer. Donc il y aura des choix à faire et il y a des choix stratégiques où à un moment, on n'est pas forcément d'accord ensemble. Et c'est normal de pas forcément être d'accord ensemble. Et si vraiment on n'est pas d'accord, mais à un point qui monte vraiment fort, il n'y a rien de pire d'être à 50-50 en pourcentage, puisque votre boîte, naturellement, elle va couler. À un moment, il vaut mieux faire un choix. Donc, le but, c'est pas d'arriver à là. Mais c'est pas pour autant que si quelqu'un est majoritaire ou minoritaire, c'est pas parce que celui qui est minoritaire qui est pas chef d'entreprise.
Pas du tout. Il a les mêmes responsabilités qui sont derrière. Ça va être dans les PV d'AG, ça va être tout ce qui est décision extraordinaire. Donc on arrive quand même sur des choses qui sont franchement plus limitées et plus rares. Et encore une fois, là, on va parler de pacte d'associés, on va parler de ces choses-là. Mais c'est un type de mariage. L'objectif, c'est, on en revient, est-ce que la vision est la même, est-ce que la mission est la même? Parce que les chemins pour y arriver vont être différents. Voilà un petit peu pour toute la partie s'associer. Puis, as-tu des conseils pour s'associer? Comment trouver le bon associé? Moi personnellement je suis associé, hein. C'est-à-dire que j'étais seul, il y en a qui vont me prendre pour un fou. Mon premier expert comptable m'a dit mais t'es malade Guillaume, parce que j'avais tout, et au bout de 5 ans je me suis dit mais Guillaume, t'as tes épaules qui font 60 cm, tu vas pas pouvoir aller très très loin. Et je voulais ne plus être opérationnel dans les clubs pour pouvoir développer la stratégie et le reste, et je crois à l'association. Et tu vois, quand je vois où on est passé par le Covid, je peux dire que j'y crois très très fortement. Donc je suis ultra majoritaire, oui, hein, ça c'est sûr, mais par contre ça change rien dans le co-développement, le co-animation. Donc moi ici dans mes structures, j'en ai 2 en propre. Je suis ultra majoritaire dans chaque, mais à chaque fois j'ai un de mes gars qui est dedans, qui est où c'est sa boîte, hein, il est chef d'entreprise, Sébastien et Florian pour pas les citer, et à chaque fois j'ai un salarié qui vient également compléter l'équipe. Donc moi c'est ce que j'ai préféré faire, et tu vois mon codir c'est la codirection, c'est bien moi-même créateur et directeur de l'enseigne avec mes 2 bras droits, mes 2 chefs d'entreprise de mes 2 unités pilotes. Et je suis bien content de travailler avec eux pour avoir différents points de vue également à ce niveau-là. D'accord? Et qui sont pas les mêmes personnes que la gouvernance. Donc s'associer pour moi je suis plutôt pour. Il y en a qui ont des mauvaises expériences. Faut voir, on est mariés, hein, donc voir un petit peu si quelles sont les limites, quelles sont les règles qu'on va se donner également. Donc c'est toutes ces parties-là. Et ça après ça appartient à chacun. On pourrait passer un temps monstrueux à parler comme ça. On a encore perdu ton audio, mais passons effectivement au point 9. Donner vie au projet, donc chantier et ouverture. Quels sont tes conseils en termes d'ouverture? En termes d'ouverture, nous à Correspa, il faut prévoir 3 mois. Là actuellement, avec toute les guerres en Ukraine, Covid, etc. Et maintenant on trouve plein d'autres excuses. Et je sais même pas si c'est vraies excuses. Il faut compter plutôt 4 mois. Il y a des machines qui viennent d'outre-Atlantique, etc. En fonction de toutes ces choses-là. Et la durée des travaux, si tu regardes les devis maintenant, en combien de temps c'est disponible, etc. Et la disponibilité, c'est pas forcément évident. En soi, en 2 mois, on pourrait le faire. Moi, j'ai ouvert un premier club en 2 mois. Hein. Et aujourd'hui, il faut compter plutôt 3 ou 4 mois. C'est pas trop un souci non plus, hein, parce que ça nous permet de créer de la pré-vente et créer de la communication avant, etc. avec des prêts. Le tout, c'est de l'avoir dans le prévisionnel. Le tout, c'est d'être au clair avec le propriétaire, etc. Mais il y a tout nous, on accompagne avec des audits de préouverture. Il y a tout un cheminement. Hein, ça se fait pas comme ça. Hein. Tu vois, plus que le projet, avoir un projet, souvent, ça met 1 an à aboutir entre le moment où on commence à en discuter et au moment où ça vient réellement, voire plus parce que ça dépend quel mois on désire ouvrir. Et après le projet à l'ouverture, il y a beaucoup d'éléments. Très souvent, j'entends beaucoup de personnes qui font ouais mais bon c'est bon, j'ai donné à cette entreprise le cahier des charges, c'est fait. Non, il faut vraiment avoir un suivi au quotidien sur beaucoup d'éléments. Et puis il y a du temps où c'est à vous de le faire concrètement pour avancer. Donc il y en a qui aiment bien aussi mettre la main à la pâte pour faire les travaux. Donc ça, ce projet de travaux, il faut pas le négliger. Il faut l'avoir en tête. Il faut avoir des process pour rien oublier, son rétro-planning, suivre les différents professionnels qui sont sur place, et puis bien sûr qui collent par rapport au cahier des charges de votre concept. D'accord? Faut pas le négliger, puisque tout à l'heure on a parlé de lieu physique où est-ce qu'on est, mais après par rapport à l'expérience client, j'invente rien, ils vont vous découvrir sur le site, bouche à oreille, etc. Mais tous ces points clés, à un moment, ils vont venir voir le local et à un moment, ils vont rentrer. Tu vois, j'ai fait pendant la crise, je fais aussi un petit peu d'immobilier, et mes structures, j'ai la chance d'avoir mes structures propriétaires maintenant, ce qui n'était pas le cas du tout au début. Et pendant l'immobilier où on était chaîne et bras croisés, on pouvait rien faire, j'en ai profité pour faire de l'immobilier à Wascal. Et donc j'ai construit tout un bâtiment, et donc c'est là où j'ai suivi vraiment avec architectes, etc. Ça a mis un peu plus d'1 an pour mettre ça en place. Mais par contre, quelle est la grosse puissance derrière moi j'appelle ça l'effet waouh. Et pour mon archi, j'avais que 2 objectifs, que 2 cahiers des charges. Guillaume, qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce que tu veux voir de l'extérieur? Je lui ai dit, ça, c'est ton problème. Là, le cahier des charges ne correspond pas, mais je veux que les gens fassent waouh. Il m'a dit, et après? Je sais, quand ils ouvrent la porte, je veux qu'ils fassent waouh une 2e fois.
Donc cet effet waouh est hyper important, surtout dans notre activité, où cette expérience, marketing expérientiel dont je parlais tout à l'heure, ben, il va être fait avec les 5 sens, hein, la vue, l'odorat, etc. Et si vous êtes sur du haut de gamme, il faut aller impacter ces choses-là. C'est hyper important, ça vous donne tout de suite dans quel état d'esprit vous allez baigner et voilà. Donc ça, après, vous avez plein de choses bien différentes et ça, cette charte graphique va rentrer en jeu. Il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en jeu. Là, maintenant avec le Covid, je veux dire, l'hygiène a pris une place encore plus importante. On va parler de tout ce qui va être moi, j'aime bien aussi parler des clubs sociaux, c'est-à-dire qu'au niveau socialisation, comment on va faire pour avoir ces interactions et qu'est-ce qu'on peut mettre en place physiquement. Le troisième paramètre, tu vois, on a travaillé beaucoup pendant la crise au niveau de tout ce qui est écologie, avec les poubelles avec tri sélectif, des choses qu'on faisait pas du tout avant. Donc, tu vois, pour moi, il y a beaucoup de choses par rapport au projet et le mot chantier. Alors, quand c'est assez facile parce qu'on a tout travaillé en amont par rapport au modèle type et tout le détail de ces choses-là. Mais une fois que on est ouvert, c'est vraiment pas des détails. C'est un élément de fidélisation et d'attractivité. Demain, on regarde toutes les photos, vidéos, Insta, tout ce que tu veux. Ben ça va aider. Hein. Ouais, clair. C'est l'image de ce qu'on est. Là pour la partie chantier. Oui. Puis au final, la commercialisation, puis on peut même se demander dans le chat quel est le meilleur mois pour ouvrir une salle de sport. Est-ce que tu as des recommandations? Alors, j'en ai, mais c'est franchement, j'en ai, et puis tu t'en doutes bien, hein, tu as toujours les 3 grands mois qui marchent bien, hein, tu as toujours la rentrée de septembre, enfin début septembre, tu as toujours janvier les bonnes résolutions, et tu as le mois de mai-juin, parce qu'il faut rentrer dans le maillot de bain. Mais je veux dire, cette partie-là, il faut aussi regarder quels sont les accords qu'on a réussi à avoir avec le propriétaire. Parce que ouvrir tu vois, j'ai ouvert un club au mois de juin, oui, mais après on a juillet-août. Qu'est-ce qu'on fait pour juillet-août où on sait qu'au mois d'août il y en a moins. Voilà. Donc pour moi, il y a toujours ces 3 phases-là, mais pour moi c'est pas forcément les meilleures, puisque ça peut faire toute une pré-commercialisation avant et d'être prêt pour après vraiment performer. C'est plutôt une bonne chose. Tu vois, là j'avais ouvert c'était mi-juin pour finir, mais on avait l'accord avec le propriétaire où il y avait 0 loyer mois de juillet et mois d'août. Donc, tu vois, si tu n'as pas d'accord ou tu as un accord, on aurait repoussé de 2 mois ou pas. Donc, il faut vraiment avoir tous les paramètres pour pouvoir répondre à cette question-là. Et peut-être d'ouvrir en juillet pour être rodé, puis officiellement être prêt en septembre à 100%, si tu as même une période de préparation. Donc, il n'y a peut-être pas un très bon mois là, spécifique en tant que tel. Non. Et puis, chaque projet arrive au fur et à mesure. Et puis, de plus en plus, quand j'ai les franchisés au téléphone et les entrepreneurs qui veulent créer, ils ont aussi leur propre rythme de vie. Des fois, c'est lié avec un déménagement. Des fois, c'est lié avec une grossesse. Des fois, c'est lié à plein de choses. Donc, en fait, pour répondre à cette question, elle est dure à te répondre parce qu'on n'a pas tous les paramètres. Il ne faut pas oublier encore une fois qu'il y a le paramètre financier, il y a le paramètre de l'humain et le paramètre concrètement après de notre activité que ça, tout le monde connaît. Et pour la commercialisation, tu vois, ça va aussi répondre à la question. Il faut prévoir la prévente. Il faut prévoir le site internet, etc. et ce qu'on va y mettre dedans. Et donc, tout ce temps des travaux qui est 3-4 mois chez nous, eh ben, tu fais toutes ces choses-là. Tu n'es pas encore ouvert. Mais il n'empêche que quasiment, tu peux, maintenant qu'on est dans le digital, tu peux aussi faire des pré-ouvertures de ce style-là. Tu peux déjà apporter de la plus-value. Et pour après signer. Donc pour moi, cette commercialisation, il y a un mot clé. Et pour moi, les coachs sportifs, les personnes traîneurs doivent vraiment s'y atteler. Les entrepreneurs ils doivent gagner en compétences. C'est le plan marketing. Pour moi, ce plan marketing, il est d'une importance cruciale et il y a beaucoup d'éléments, que ce soit des offres, des événements, beaucoup de choses, soit des événements de notoriété ou des offres très concrètes. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et il faut le traiter. Tu vois, nous on le traite annuellement. Et quand on vient de clôturer tout celui de 2023 et ça met du temps. Ça met du temps parce qu'il faut le réfléchir, il faut mettre les actions en place, regarder en lien avec l'actualité ce qu'on peut faire. Et après, il faut aussi mettre en place tous les liens avec les visuels, les vidéos, etc. Donc ça demande du temps. C'est encore une fois la force dans les réseaux qu'on apporte, ce plan marketing. Et derrière le plan marketing, tu as tous les supports de communication.
Et support du client, il n'y a pas que le digital. Hein. Et le chat, moi je suis pour, mais encore une fois, il ne faut pas se limiter à ça. Et je pense que je parle aussi à un convaincu. Hein. Et tu as également tout simplement les simples supports, les drapeaux, les bâches, etc., les flyers qu'il ne faut pas négliger. Et ça, il faut les avoir en amont, tout ça. Nous, pour donner un ordre d'idée, on a 105 supports de commande. Et ils sont déjà tous faits. Donc, tu vois, ça, c'est quand même hyper intéressant à avoir. Donc, ça va des badges, de la carte de visite, des drapeaux, des flyers, des plaquettes. Il y a tellement de choses. Et c'est ça qu'il faut prendre au bon moment. Donc, là, pour la commercialisation, mais bien sûr, la préouverture. Super. Si tu veux, ton son, on l'a encore perdu à nouveau. Nous avons perdu ton son. Mais l'idée, et ensuite, je vous dirais, et puis je sais là qu'on a atteint le 1 heure qu'on a dit, mais je pense que c'était tellement intéressant et tellement terre à terre. Comme vous pouvez voir, Guillaume a vraiment la connaissance de comment ouvrir des salles. Et puis de faire affaire, je pense que c'est un peu l'avantage. Vous avez deux options. Soit vous démarrez de zéro, mais là, vous avez tout à apprendre. Soit vous allez sur un concept de franchise. Et à ce moment-là, vous avez déjà beaucoup d'apports qui arrivent par défaut dans votre entreprise pour s'assurer que ce soit un succès. Donc, il y a toujours les deux volets. Ça va dépendre de votre profil, de vos positionnements, de vos objectifs, de plein de choses. Mais que ce soit dans l'idée d'ouvrir la salle, une salle Correspa ou une salle peu importe, ou que ce soit dans l'objectif de démarrer votre projet de A à Z, moi, je vous conseille fortement, malgré tout, et vous le savez, dans les webinaires XFIT, on le demande toujours à nos invités, de se rendre disponible pour répondre à plus de questions. Donc, vous avez accès à Guillaume. En bas à gauche, vous avez un bouton pour discuter de votre projet avec lui. Encore une fois, ça va juste vous donner des conseils, ça va vous donner des opinions, ça va vous donner des lumières rouges, des alertes, des choses à savoir, des choses à être certain. Donc, je vous conseille fortement là, de cliquer en bas à gauche sur le discuter de ton projet avec Guillaume. Et puis, ça promet de vous aider. Encore une fois, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. J'ai vu là, que c'est un sujet qui vous intéressait énormément. Vous avez tous été hyper actifs dans le chat. Guillaume, je peux juste te remercier de tout l'apport que tu nous as donné, toutes les connaissances que tu nous as données. Est-ce que tu veux nous dire un tout petit peu un mot de la fin et sur pourquoi les gens devraient peut-être communiquer avec toi pour être encore plus certains de leur projet? Le mot de la fin, je vais dire, croyez en vous, et tous ceux qui vous diraient que vous n'allez pas y arriver, ne les écoutez pas, puisque ça, c'est certain que vous en aurez, et pas parce que votre idée est farfelue qu'il faut pas aller jusqu'au bout. Un entrepreneur doit avoir de la folie derrière tout ça. Donc ça, il faut l'avoir. Donc je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'irai chercher ça et après discuter ensemble. L'idée, je pense que ceux qui sont en face là doivent le ressentir si on se connaît également. La relation est très facile et il faut pas se prendre la tête à longueur de temps. Des fois, j'entends oui, mais les gens sont pas accessibles. Oui, mais il a ce niveau d'hiérarchie, etc. Je veux dire, surtout dans le monde du fitness, pas du tout. Donc ça ici, appelez, c'est hyper simple. Vous avez mon numéro de téléphone, mon mail partout sur le site internet où vous voulez. Et après l'objectif, je pense que Étienne, c'est peut-être dû à la génération, je ne sais pas, mais on est plutôt, enfin moi en tous les cas, je suis plutôt à partager. Je viens de passer mes 40 ans, donc tu vois, la crise de la quarantaine, je pense que je suis dedans. Je suis plus dans l'aspect, je partage, entre guillemets, je vais pas dire que ma vie elle est faite, mais voilà, on a avancé, on est heureux dans ce qu'on fait au niveau privé et au niveau pro. Donc l'objectif maintenant, c'est de partager et de transmettre. Donc après, n'hésitez toujours pas, si on a des choses à faire ensemble, tant mieux. S'il y a quelque chose à transmettre ou à aiguiller, tant mieux également. Donc ça, voilà, faut pas hésiter. J'ai avec toi et avec tous les entrepreneurs du fitness, on doit faire grandir ce fitness. Nous, en France, on n'est même pas à 9% de taux de pénétration. Il faut aller augmenter ce chiffre-là. L'objectif, c'est d'aller augmenter le nombre de personnes et d'améliorer la qualité de vie de chacun de ses clients. Et je te rejoins à 100% sur ça. Et même, je vais rajouter, je vois très souvent des gens qui sont inquiets de parler de leur projet parce qu'ils vont se faire copier ou X, Y, Z. Mais arrêtez avec ça. Discutez avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui l'ont déjà fait ou qui veulent le faire. Vous allez juste être nourri et faire moins d'erreurs par la suite et personne va copier votre concept. Ou si quelqu'un le copie, avec tout le respect, c'est un très mauvais concept si vous n'aviez aucun distinctif et quelqu'un peut juste passer en avant de vous aussi rapidement. Donc, n'hésitez pas à parler avec les gens, à discuter, puis vous allez voir, là, ça peut juste vous apporter encore plus de valeur. Merci encore une fois beaucoup, Guillaume. Merci tout le monde dans le chat. Et puis, on se retrouve assurément là, pour un prochain webinaire sous peu. Merci à tous. Salut Étienne, au revoir à chacune et à chacun. À bientôt.